Je vais vous parler des mycobactéries non tuberculeuses, faire un bref aperçu général et puis surtout vous parler un petit peu des résultats que nous avons retrouvés à La Réunion. Voilà. Donc, comme vous le savez, les mycobactéries non tuberculeuses ou atypiques, sont issues d'un réservoir environnemental, principalement dans l'eau et dans le sol, et les patients se contaminent par contamination vis-à-vis de l'environnement, et non pas comme les autres mycobactéries tuberculeuses par une contamination interhumaine. Donc, c'est vraiment une contamination environnementale. Donc, c'est une maladie qui est quand même assez rare. Par exemple, en France, une étude avait été réalisée sur un peu l'incidence des infections à mycobactéries atypiques. Et elle concerne moins de 1 pour 100 000 habitants par an en France. Pour ce qui est des espèces, il y a de plus en plus d'espèces qui ont été décrites. Donc là, cette diapositive est faite pour vous effrayer. Donc effectivement, vous voyez qu'il y a maintenant des dizaines et des dizaines d'espèces qui ont été décrites. Donc initialement, on se basait principalement en fait sur les critères bactériologiques de temps de pousse des mycobactéries pour essayer de les différencier. Donc les mycobactéries à croissance rapide et les mycobactéries à croissance lente, et puis sur certaines autres caractéristiques microbiologiques. Maintenant, avec la biologie moléculaire, on a pu maintenant discerner beaucoup mieux les espèces de mycobactéries, les profils de sensibilité pouvant dépendre des mycobactéries, le pronostic aussi peut être différent en fonction des espèces. Donc c'est très important de pouvoir différencier les espèces et sous-espèces de mycobactéries atypiques. Donc si on voit toujours sur cette étude française qui maintenant a une dizaine d'années, quelles sont les mycobactéries principales qui sont retrouvées en France, mais c'est la même chose un petit peu en Europe où il peut y avoir des particularités parfois plus nord-américaines, mais en tout cas en France, c'est principalement donc les mycobactéries de type Avium intracellulare, donc on appelle le complexe MAC. Donc ça c'est pour les mycobactéries à croissance lente. Dans les mycobactéries à croissance lente, on retrouve aussi en France du Xenopie et du Kansasii. Et puis pour ce qui est des mycobactéries à croissance rapide, on retrouve essentiellement surtout des mycobactéries de type abscessus. Alors, pour ce qui est du diagnostic des infections, donc en fait, vous savez, on peut retrouver des mycobactéries dans les voies respiratoires des patients sans pour autant qu'elles créent d'infection. Donc il était important de définir et de redéfinir les critères d'infection à mycobactéries et donc les critères qui peuvent nous servir pour savoir s'il faut traiter ou pas le patient. Donc les critères d'infection ont été redéfinis par l'ATS en 2007 et donc associent toujours donc des critères tout d'abord cliniques, donc avec des symptômes qui sont peu spécifiques, la toux, les expectorations, la dyspnée, l'altération de l'état général. Des critères radiologiques qui parfois aussi peuvent être peu spécifiques, donc à type de nodules, micronodules, et puis un petit peu plus spécifiques les lésions d'excavation. Et des critères microbiologiques qui ont été un petit peu maintenant, qui sont moins restreints depuis 2007, puisque maintenant il suffit d'avoir donc 2 prélèvements respiratoires de type crachat ou tubage gastrique positifs à mycobactéries pour poser le diagnostic, ou un prélèvement distal, c'est-à-dire lavage broncho-alvéolaire ou aspiration bronchique en endoscopie, pour poser le diagnostic. On peut également faire le diagnostic sur un prélèvement histologique positif associé à une mycobactérie atypique retrouvée dans les voies respiratoires. Et bien sûr, donc il faut non seulement des critères donc cliniques, radiologiques, bactériologiques, mais il faut bien sûr avoir aussi exclu tous les autres diagnostics, puisque quand on a une excavation, il faut avoir exclu aussi les autres infections qui peuvent donner des excavations, et avoir exclu un cancer, etc. Donc, pour ce qui est de la pathogénicité de chaque espèce, en fait, donc vous savez qu'elle est extrêmement variable en fonction des espèces de mycobactéries considérées. Donc, par exemple, là, dans cette étude sud-coréenne, donc sur plus de 1600 patients, ils ont repris donc les différents patients et les différents types de mycobactéries qui avaient été identifiés. Et on retrouve en fait que donc le taux d'infection, de pathogénicité de ces mycobactéries est variable en fonction des espèces. Donc vous avez des espèces comme le gordonnet qui est assez fréquemment rencontré, mais qui en fait n'est pas pathogène et ne crée pas d'infection chez le patient. Et puis d'autres espèces, donc comme Avium ou Abscessus, qui dans 40% des cas peuvent créer des infections chez nos patients.
Donc le pronostic en fait est assez lourd de ces patients infectés à mycobactéries, non seulement du fait de l'infection, mais aussi du fait des comorbidités de ces patients qui sont assez importantes. Et donc dans les différentes études, on retrouve une mortalité qui est quand même très élevée, autour de 30% à 3 ans. Et les espèces les plus difficiles à traiter, en fait, donc qui ont le plus lourd pronostic, c'est souvent abscessus, mais aussi Kansasi ou Xenopie. Pour ce qui est du traitement, donc dans les recommandations ATS, il y a pour certaines mycobactéries un traitement assez codifié. Donc par exemple pour le groupe MAC, donc Avium intracellulare, on a un traitement qui est maintenant recommandé assez clair, rifampicine, éthambutol, macrolide, plus ou moins aminoside s'il y a des excavations. Et puis après on décline ça en fonction des autres mycobactéries. C'est pas toujours aussi simple de savoir quelles sont les recommandations en fonction de chaque mycobactérie. En tout cas, quelle que soit l'espèce et le traitement, il faut que ce traitement, puisqu'il est long et prolongé et difficile et avec des effets indésirables importants, il faut que ce traitement ne soit décidé que vraiment chez les patients pour qui on a des critères stricts d'infection à mycobactéries. Et évidemment, on ne prend pas ce traitement à la légère. Et ce traitement donc va baser sur l'association de plusieurs molécules qui seront poursuivies pendant au moins 12 mois après la négativation des cultures. Voilà, donc pour le bref rappel concernant les mycobactéries atypiques, et donc nous on s'est intéressé de savoir un peu quelle était l'épidémiologie de ces mycobactéries à La Réunion, puisqu'on avait donc ce sentiment qu'il y en avait peut-être plus et peut-être des différentes à La Réunion. Donc en fait on a repris à partir des bases de données de bactériologie du CHU à la fois à Saint-Denis et à Saint-Pierre, tous les patients qui de 2002 à 2014 avaient des prélèvements positifs à mycobactéries dans ces deux hôpitaux. Donc on a retrouvé au total donc 500 sujets avec plus de 1000 prélèvements positifs à mycobactéries. Parmi ces 500 patients, on en avait donc 449 qui avaient des prélèvements respiratoires et donc c'est une cinquantaine qui avaient aussi des prélèvements extra-respiratoires pour les infections extra-pulmonaires. On a donc décrit l'ensemble des mycobactéries qu'on retrouve ici sur notre population réunionnaise. Donc, toujours les mycobactéries fréquemment retrouvées de type MAC, mais aussi l'abscessus, le fortuitum, le gordonné dont on parle qui est toujours donc non pathogène, Mycobacterium simier dont on va parler plus longuement après, donc je vais vous expliquer ça un petit peu après. Et puis vous remarquez que le Xenopie et le Kansasi, qui est assez visible en France métropolitaine, en fait chez nous est très peu présent. On n'a pas retrouvé de Kansasi et seulement 4 patients à Xenopie. Donc déjà, à partir de ces 500 sujets qu'on a retrouvés de 2002 à 2014, on a essayé d'estimer, c'est juste une estimation, l'incidence des mycobactéries donc chez nous à La Réunion. Donc en fait, si on calcule donc à partir des données issues des données hospitalières, on aurait une incidence d'à peu près 5 pour 100 000 habitants de patients ayant des prélèvements positifs à mycobactéries, et on a retrouvé que les patients infectés à mycobactéries peut être autour d'une incidence de 2 pour 100 000. Donc par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'on aurait à peu près 3 fois plus de patients infectés à mycobactéries à La Réunion par rapport à la métropole. Et pourtant, ces données, elles sont sous-estimées, puisque c'est les données qui sont juste issues de notre CHU. Et donc, on a aussi une perte de données du fait qu'il y a 2 autres hôpitaux à La Réunion, qui sont Saint-Paul et Saint-Benoît, qui envoient leurs prélèvements en métropole et non pas au CHU. Et aussi les prélèvements donc de laboratoires privés, donc les patients qui vont faire leurs expectorations en ville, les prélèvements sont envoyés en métropole. Donc on a quand même, malgré tout, donc on sous-estime nos chiffres, et pourtant on retrouve que l'incidence des mycobactéries est très élevée à La Réunion. On pourrait penser aussi que pour certains patients à La Réunion, ils ont tendance aussi à consulter très tardivement et avoir un accès limité aux médecins spécialistes. Et donc là aussi, peut-être qu'on pourrait, là encore, sous-estimer ces patients qui sont pas forcément venus jusqu'à nous. Alors pour un petit peu mieux estimer cette incidence, parce que là c'est pas facile sur la population globale, on s'est intéressé plus spécifiquement à la population atteinte de mucoviscidose, puisque c'est une population à risque d'infection à mycobactéries, et que cette population elle est très bien cernée, très bien suivie, très bien chiffrée, puisque tous les patients atteints de mucoviscidose sont suivis en centre de référence. Donc on a croisé la base de données de bactériologie qu'on avait avec aussi le registre de mucoviscidose, et on a retrouvé donc 51 patients atteints de mucoviscidose qui avaient des prélèvements positifs à mycobactéries atypiques de 2002 à 2014.
Donc en fait, si on estime sur notre cohorte de patients atteints de mucoviscidose combien ça fait, en fait, ça fait une prévalence de patients globalement de 26%. Et si on prend les patients un petit peu plus âgés, de plus de 12 ans, ça fait 36%. Donc par rapport aux données de la littérature, par exemple sur la population française métropolitaine, on voit que c'est là très très élevé. Alors le registre français de la mucoviscidose en fait sous-estime grandement les chiffres, mais sur les études qui ont pu être faites en France, par exemple chez les enfants on avait une incidence de 6%, et sur une population strictement adulte de 13%. Donc même si on prend les patients les plus âgés, on voit que cette prévalence des mycobactéries atypiques est très importante pour la mucoviscidose à La Réunion comparativement à la métropole. Alors là, rapidement, c'était la caractéristique des patients. Donc Jean-Luc vous a expliqué hier que la particularité réunionnaise, c'est qu'on a une mutation génétique un petit peu particulière ici chez les patients atteints de mucoviscidose à La Réunion. Pour le reste, c'était des patients atteints de mucoviscidose assez classiques, avec une colonisation bronchique assez classique, des traitements de mucoviscidose assez classiques, qui se rapprochent du traitement fait en métropole. Et donc, on ne pense pas qu'il y ait vraiment de biais liés au fait que les traitements seraient différents ici par rapport à la métropole. Il y a vraiment quand même, je pense, une spécificité liée au fait que les patients habitent à La Réunion. Pour ce qui est des espèces, chez les patients atteints de mucoviscidose à La Réunion, on avait principalement de l'abscessus. Et puis donc là, vous retrouvez la mycobactérie dont je vous parlais tout à l'heure, un peu l'intrus là, ce Mycobacterium simier, donc qui est 8% des patients atteints de mucoviscidose. Et donc si on reprend plus particulièrement, donc tout à l'heure je vous disais, simier dans tous nos patients réunionnais, on voit que c'est 15% des patients. Donc en fait, en France, ce cimier, où il est, est-ce qu'il a déjà été un peu décrit? Donc si on reprend en détail un petit peu les différentes cohortes, là j'ai pris un exemple d'une cohorte française, mais c'est à peu près la même chose dans toutes les cohortes européennes ou nord-américaines. Le cimier, en fait, c'est extrêmement rare, ça fait partie des others, là, ici, dans les mycobactéries à croissance lente, et en fait, ça représente moins de 1% des espèces identifiées dans la plupart des études. Donc nous, on a 15% des patients qui ont du cimier, alors que c'est moins de 1% dans la plupart des études. Donc, du coup, on s'y est intéressé plus particulièrement. Donc, je vous ai dit, c'est une mycobactérie à croissance lente, qui, sur les critères microbiologiques, est dite photochromogène. Pour ce qui est de la pathogénicité de la mycobactérie, donc c'est un peu difficile parce que vous allez voir, les études sont assez limitées, mais il semble que ça soit peu pathogène. Là, sur une étude qui avait été faite en Arizona sur 25 patients, il n'y avait que 2 patients qui avaient des critères d'infection. Alors, sur les études les plus larges, en tout cas, que j'ai pu retrouver à propos de Mycobacterium simier, globalement, il y a 3 études. Il y a une étude iranienne, à 34 patients, qui étaient que des patients dans cette étude, que des patients infectés à Mycobacterium simier. Une étude américaine, 75 patients, qui avaient à la fois une infection respiratoire, mais aussi des infections extra-respiratoires. À noter que c'était une étude donc faite aux USA au début des années 90, donc il y avait pas mal de patients inclus qui étaient VIH. Et puis une dernière étude donc néerlandaise, avec 28 patients ayant des prélèvements respiratoires positifs pour Mycobacterium simier. Si on reprend les résultats de cette étude, donc pour ce qui est des populations, forcément elles sont différentes en fonction des pays considérés, des périodes considérées. Donc pour ce qui est de l'étude iranienne, il y a pas mal de patients qui ont un terrain de séquelles tuberculeuses. Pour ce qui est d'études américaines, donc début des années 90, comme je vous ai dit, pas mal de patients immunodéprimés VIH. Et puis pour ce qui est d'études néerlandaises, là européennes, assez récentes, pas mal de patients bronchitiques, notamment BPCO ou dilatation des bronches. Les symptômes, il n'y a rien de très particulier, c'est vraiment les symptômes classiques de mycobactéries atypiques, donc tout, expectoration, altération de l'état général. Les symptômes n'étaient pas très bien décrits dans l'étude américaine. Pour ce qui est des critères radiologiques, pareil, pas très bien décrits dans l'étude américaine, très peu de données dans l'étude néerlandaise. Et puis pour ce qui est de l'étude iranienne, on voyait qu'il y avait seulement 15% des patients qui avaient des lésions excavées, donc finalement assez peu de patients, et surtout des patients avec des bronchectasies et des nodules, micronodules. Pour ce qui est de la sensibilité de ce germe aux antibiotiques, donc pas du tout de données dans l'étude iranienne. Dans les études américaines et néerlandaises, on voit qu'il n'y avait aucune sensibilité aux antituberculeux, par exemple, isoniazide, rifampicin, ethambutol, pyrazinamide, et une certaine sensibilité donc aux aminosides, aux quinolones,
Et puis aussi un antilépreux, la clofazimine. Pour ce qui est du devenir, difficile, très peu de données, pas de données dans l'étude iranienne, et puis très peu de patients dans les autres études. Alors, qu'en est-il à La Réunion? Dans la première étape, on a essayé de voir un petit peu quel était le terrain de ces patients atteints de CIMIE par rapport aux autres patients. Donc là, si on a repris juste sur quelques années de 2007 à 2011, et on compare les patients qui sont affectés à CIMIE par rapport aux autres patients affectés à mycobactéries autres. On retrouve juste en analyse univariée qu'il y a peut-être un petit peu plus de patients qui ont ARGO, des bronchectasies, et moins de patients immunodéprimés. Voilà, mais ça ne ressortait pas en analyse multivariée. Et il n'y avait pas non plus de différence très caractéristique sur ce faible nombre de patients pour ce qui est des caractéristiques radiologiques et puis du devenir des patients. Donc ensuite, on a repris donc vraiment en détail tous les patients qu'on a retrouvés à La Réunion infectés à Mycobacterium simiae. Donc en fait, sur 15 ans, ça représente 97 patients. Et pour tous ces 97 patients, on a recueilli donc tous les signes cliniques, radiologiques, microbiologiques, pour essayer de bien détailler cette population. Alors désolé, le tableau est un petit peu dense. Globalement, donc on avait 97 patients. Et parmi ces 97 patients, il n'y avait que 21 patients qui remplissaient les critères d'infection selon l'ATS. Donc ça rejoint un petit peu les autres études qui avaient à peu près 20% de patients infectés à CIMIE, donc une pathogénicité plutôt limitée. Et ensuite, on a comparé les caractéristiques entre les patients qui développaient vraiment des signes d'infection et ceux qui n'en avaient pas. On retrouve qu'il y a un petit peu plus de patients ayant des dilatations des bronches dans le groupe infecté. Pour ce qui est des signes cliniques, il y avait dans le groupe infecté, donc c'est logique, un petit peu plus de signes cliniques que les autres. Et dans le groupe désinfecté, il y avait particulièrement beaucoup de signes généraux, c'est-à-dire la fièvre, les sueurs et l'altération de l'état général, la perte de poids. Pour ce qui est des signes radiologiques, donc en fait, il y avait surtout beaucoup de formes nodulaires, micronodulaires chez les patients infectés. Et aussi une tendance à plus d'excavation dans l'analyse univariée. Donc évidemment, pour ce qui est des critères microbiologiques, tous les patients infectés à 100% avaient des critères microbiologiques d'infection. Et en analyse multivariée, en fait, on retrouvait que les patients qui étaient infectés, qui avaient des critères d'infection à CIMIE, étaient principalement donc des patients atteints de dilatation des bronches avec une altération de l'état général. Et une forme plutôt micronodulaire, en fait. L'excavation ne ressortait pas forcément comme étant plus prévalent chez les patients infectés. Voilà, juste un rapide aussi coup d'œil sur les données microbiologiques. Donc forcément, chez les patients infectés, il y avait plus de prélèvements respiratoires réalisés parce qu'en fait, on a tendance à répéter les prélèvements chez ces patients-là et plus de prélèvements positifs, notamment en fibroscopie. Ça aussi, donc vous ne lisez pas les détails, mais c'est juste pour avoir une petite idée. Comme on parle pas mal de patients qui ont des dilatations des bronches, c'est des patients qui sont assez souvent co-infectés avec d'autres germes. Donc soit des germes bactériens, type Pseudomonas ou autres, soit d'autres mycobactéries. Donc c'est juste pour souligner le fait que c'est toujours très difficile de savoir si ces patients qui ont une dilatation des bronches, de savoir s'ils sont effectivement infectés à mycobactéries atypiques ou si leur symptomatologie est liée à une bactérie ou à encore une autre mycobactérie. Donc c'est pas toujours facile de déterminer s'il faut traiter les patients ou pas. Donc là, en fait, il y avait 25% des patients qui étaient co-infectés avec des bactéries et 20% des patients qui étaient co-infectés avec d'autres mycobactéries. Donc c'est là la complexité du diagnostic. Donc au final, on a seulement donc 21 des 97 patients qui étaient avec des signes cliniques d'infection, enfin des signes d'infection, donc une pathogénicité d'environ 20%. Et parmi ces 21 patients, seulement 8 en fait ont été traités. Donc notamment c'est cette patiente-là, là, avec les dilatations des bronches et puis les lésions nodulaires excavées. Alors là aussi, donc pareil, c'est un peu dense, mais pour vous résumer, dans les 8 patients qui avaient été traités, il y avait 2 patients qui étaient atteints de VIH, les 6 autres patients avaient des bronchectasies. Pour ce qui est des caractéristiques radiologiques, il y avait quand même 5 patients qui avaient des formes cavitaires, et puis sinon il y avait aussi donc des formes nodulaires.
Voilà. Et puis pour ce qui est du devenir des patients, donc ils ont eu des traitements en fait antibiotiques très différents d'une personne à l'autre, pas forcément avec des molécules en fait qui sont reconnues dans la littérature comme sensibles, notamment l'éthambutol était utilisé alors qu'il n'y a pas forcément de sensibilité prouvée. Pour le devenir, il y a donc les 3 patients en jaune pour lesquels on n'a pas encore de données parce qu'ils sont en cours de traitement. Globalement, sinon, les patients étaient tous en vie sans rechute, sauf un qui était décédé, le premier patient ici. Pour ce qui est des antibiogrammes, on a en fait retrouvé l'antibiogramme seulement chez 60 des 97 patients. Les molécules testées étaient très différentes en fait en fonction des patients, parce qu'il y avait une hétérogénéité un peu des laboratoires qui certains testaient des molécules, d'autres molécules. Certains des prélèvements étaient notamment envoyés au Centre national de référence à Paris pour des antibiogrammes plus précis. Globalement, on retrouve ce qui a été dit dans les études, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de sensibilité de la rifampicine, du pyrazinamide, de l'éthambutol, de l'isoniazide. Une sensibilité aux quinolones, aux aminosides, et nous, dans notre étude, quand même une certaine sensibilité aussi aux macrolides, aux linisolides et pour la moitié des cas aux Bactrim. Voilà, donc en effet, donc Mycobacterium simier, chez nous, ça paraît être un germe assez fréquemment retrouvé. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est dans l'environnement? Il y a des études qui disent que cette mycobactérie est retrouvée dans la sphaigne de Madagascar, où c'est un produit qui est utilisé en horticulture, en fait. Donc peut-être que c'est une contamination environnementale particulièrement importante chez nous. En tout cas, d'une manière générale, l'épidémiologie est donc différente à La Réunion, parce qu'il y a beaucoup plus de mycobactéries chez nous que par exemple en métropole, et des espèces qui sont différentes. Alors pourquoi? Et on peut se poser différentes questions. Est-ce que le terrain génétique est différent, puisqu'on vous a expliqué que voilà le fait qu'on soit insulaire et qu'il y a une immigration de plusieurs pays, peut-être qu'il y a une population particulièrement sensible aux mycobactéries, ça c'est difficile à déterminer. Peut-être qu'on a un terrain particulier. Est-ce qu'il y a plus de bronchectasie à La Réunion? Est-ce qu'il y a plus de patients diabétiques, donc immunodéprimés, plus d'éthylisme? Ça peut être une piste. Et puis après, c'est vrai que nous, ce qui nous semblait, c'est qu'il y a forcément peut-être un facteur environnemental lié notamment au climat, le fait qu'il y a un climat tropical humide. Peut-être que ça peut être une des pistes pour expliquer que l'épidémiologie soit différente pour nous. Alors en effet, il y a des études concernant différents germes qui peuvent montrer que l'humidité favorise la croissance, par exemple, donc des moisissures, du pseudomonas dans la mucoviscidose, que l'humidité favorise l'aérosolisation de certains germes, notamment la légionelle, et des études aussi qui montrent que la chaleur de l'eau peut éventuellement favoriser la croissance de certaines mycobactéries. Alors en fait, là aussi, donc c'est dans la mucoviscidose souvent que les choses sont parfois bien construites. Donc dans la mucoviscidose, donc aux États-Unis, il y a une étude qui s'est intéressée aux différentes espèces présentes dans chaque région des États-Unis, dans chaque centre de référence de mucoviscidose, et on se rend compte qu'il y a certains clusters spécifiques où il y a une très forte prévalence de mycobactéries dans certaines régions, et notamment de certaines espèces. Donc là, par exemple, l'abscessus est très présent dans la région de Louisiane, à Hawaï. Donc ils ont mais aussi en Floride, il y a pas mal de mycobactéries. Et donc c'est des régions qui sont particulièrement humides, donc ça pourrait peut-être être une piste. Autre étude faite aux États-Unis dans la mucoviscidose. Donc cette fois-ci, dans cette étude, en fait, ils ont pris 48 patients atteints de mucoviscidose infectés à mycobactéries atypiques, qu'ils ont comparé avec 85 patients contrôles non infectés. Ils les ont appareillés selon l'âge, le sexe. Et ils leur ont distribué un questionnaire en fait d'exposition, c'est-à-dire est-ce que vous avez été exposé à l'eau ou au sol. Donc globalement, c'est est-ce que vous jardinez, est-ce que vous allez à la piscine, est-ce que vous allez dans différentes, est-ce que vous buvez de l'eau du robinet, etc. Dans les différents questionnaires, ce qui ressort, c'est que le fait de fréquenter une piscine couverte, c'est un facteur de risque d'être infecté à mycobactéries pour les mucos. Et puis en fait, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont pris les valeurs d'humidité, c'est-à-dire la pression en vapeur d'eau atmosphérique de chaque région, de chaque centre de référence de mucoviscidose, et ils ont montré qu'il y avait une corrélation entre l'humidité de cette région et le taux de patients infectés à mycobactéries dans chaque centre de mucoviscidose. Donc il y a peut-être une piste, c'est-à-dire peut-être que l'humidité pourrait favoriser l'infection à mycobactéries dans la mucoviscidose. Dernière étude toujours dans la mucoviscidose, cette fois-ci en Floride. Donc je vous ai dit c'était une région où il y avait beaucoup de mucoviscidose chez les patients mucos. Donc là ils ont pris eux dans leur cohorte, c'était un centre pédiatrique, ils ont 150 enfants.
Et le but de l'étude, c'était de voir chez ces enfants qui étaient infectés à mycobactéries et d'essayer de voir où habitaient ces enfants et savoir s'ils habitaient notamment à proximité d'un point d'eau. Donc, ils ont réussi à inclure 65 enfants parmi ces 150 qui avaient une adresse fixe, c'est-à-dire qui habitaient au même endroit depuis un certain temps, qui n'avaient pas une garde partagée, etc. Donc, ces 65 enfants, il y en avait 21 qui étaient infectés à mycobactéries, et puis donc 44 qui étaient pas infectés à mycobactéries, et ils ont comparé donc les adresses de ces enfants. Ils ont analysé avec un logiciel un peu sophistiqué pour voir en fonction donc du domicile du patient qui était là la tache rouge, quelle était la distance par rapport au point d'eau douce le plus proche. Donc soit une rivière, un lac, un étang, etc. Et en fait, ils retrouvent que si l'enfant atteint de mucoviscidose habite plus près, donc moins de 500 mètres d'un point d'eau, il a quasiment 10 fois plus de risque d'être infecté à mycobactéries atypiques. Voilà, donc c'est intéressant, c'est sur des petites populations, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que peut-être que la proximité avec un lieu, une source d'eau, l'humidité, pourrait favoriser l'infection. Donc forcément, nous, à La Réunion, ça nous interpelle. Je vous rappelle un peu les cartes là, c'est la température et là, c'est les précipitations à La Réunion. Donc c'est vrai qu'on on a un climat qui est très variable en fonction des zones d'habitation, puisqu'à l'ouest, c'est quasiment désertique, et à l'est, c'est extrêmement pluvieux, avec vraiment des précipitations qui sont extrêmement fortes. Donc l'idée après, ça serait éventuellement donc justement de comparer les lieux d'habitation des patients atteints de mucoviscidose et l'infection à mycobactéries. La dernière piste pour essayer d'expliquer le fait que l'épidémiologie soit différente chez nous, ça serait peut-être la contamination des réseaux d'eau. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a certains réseaux d'eau à La Réunion qui sont pas forcément, qui pourraient être éventuellement contaminés. Le fait que pendant la saison des pluies, il y a une contamination par le sol, etc., qui est plus importante. On pourrait penser qu'il y a éventuellement plus de mycobactéries dans certains réseaux d'eau qui seraient un peu plus dégradés qu'en métropole, par exemple. Donc là c'est ce qu'on est en train la première étape de ce qu'on voudrait faire, c'est donc comparer les mycobactéries qui sont présentes dans les expectorations des patients, notamment les patients infectés avec Mycobacterium simier, et de les comparer avec des prélèvements faits au domicile dans l'eau du robinet en fait prélevée au domicile, et voir si éventuellement est-ce que les patients justement qui ont cette Mycobacterium simier, est-ce qu'elles seraient pas présentes à leur domicile. Voilà, donc merci pour votre attention. Donc merci beaucoup, Dr Alou, pour cette très intéressante, cet exposé très intéressant. Alors il y a des questions de l'auditoire. Questions d'abord, madame, et puis Dr Etier. Merci beaucoup, c'était vraiment très très intéressant. Beaucoup de questions, beaucoup de résultats. Alors j'avais une première question. Vos 500 patients pour qui vous avez des prélèvements positifs, ouais. Il y en a qui sont parce qu'après vous avez focalisé votre analyse, on le comprend, sur les patients qui ont une mucoviscidose et qui ont Mycobacterium simier. Ouais. Mais dans l'absolu, il y en a combien qui sont infectés par mycobactéries sur les 500 patients? Alors en fait, on a, comme c'est un peu large comme cohorte, on a réussi à faire l'analyse surtout sur 2007-2011. Là, on avait un peu réduit pour avoir moins de patients à étudier. Donc du coup, c'était de l'ordre. Alors ce que je vous ai dit, c'était de l'ordre de 35-40%. D'accord, donc c'est quand même très élevé. C'est quand même très élevé. Et du coup, parce qu'après vous posez la question des comorbidités, donc en moyenne, quand vous avez regardé en fonction de la tranche d'âge et des comorbidités, vous retrouvez un lien avec ceux qui sont infectés ou colonisés, indépendamment de la pathologie respiratoire sous-jacente? Ouais, ça on n'a pas encore, tout analysé. Voilà. Parce que Après, quand on décrit un peu la population, on retrouve qu'il y a quand même pas mal de patients atteints de bronchiectasie. Globalement, c'est un peu ça le terrain prédominant, et qui serait peut-être le plus lié au fait d'être infecté. D'accord. Voilà, mais on est en train de faire les statistiques. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a envie après d'avoir les analyses écologiques avec le lieu d'habitation.
pour voir si par rapport à ce qui est décrit. Donc ça du coup là on est en train de le faire avec le lieu d'habitation. C'est un peu compliqué parce qu'il faut justement trouver. Enfin voilà, c'est comme dans l'étude américaine, il faut prendre les patients mucos qui n'ont pas déménagé, qui sont restés au même endroit, mais pas que les patients mucos. Voilà. Moi, je pense que mais alors pour les autres, peut-être à tort, mais on comprend bien que ça vous intéresse. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de contrôle. Il faudrait qu'on ait des patients témoins. Parce que si les patients sont rentrés à l'hôpital, normalement, vous avez leurs adresses. Et donc, je pense qu'il faudrait faire une analyse écologique générale. Et après, vous allez restreindre et faire un focus sur les patients qui ont une mucoviscidose. Mais je pense que c'est une erreur, méthodo, de ne partir que là-dessus, à mon avis. Oui, on pourrait prendre tous les patients en général. Mais c'est vrai que l'avantage de la muco, c'est qu'on a des témoins non infectés. Voilà, tandis que donc du coup on peut faire des comparaisons. Mais c'est vrai qu'on a aussi toutes les adresses avec le logiciel de l'hôpital pour pouvoir faire une cartographie. Si vous cherchez une source de contamination de façon générale, sinon vous allez perdre en puissance et vous risquez de ne rien montrer alors qu'il y a peut-être quelque chose. Voilà. Et c'est vraiment très intéressant. Vous avez déjà soumis un abstract peut-être même pour l'aspect muco? Alors en fait pour le muco là on fait le poster au CPLF et puis on va soumettre. D'accord, très bien. Pour Cimier on va soumettre là. D'accord. Et voilà. Bon, une histoire à suivre alors. C'est très bien. Merci. Bon, merci, très beau travail. Alors juste quelques réflexions parce que ça a été un sujet très important à l'Européen de muco là à Séville, puisque en tout cas dans la communauté muco, les choses avancent et en tout cas sur les principes de traitement parce que c'est assez facile à déterminer, c'est très difficile à traiter. Et en fait, les Australiens, j'ai donc soumis moi la question aux Australiens, mais des régions tropicales humides d'Australie qui ressemblent très fortement à nos climats, et on a tous un peu le même problème, c'est-à-dire qu'on a une répartition extrêmement différente des espèces, comme tu l'as très bien montré. On a des schémas thérapeutiques nord-américains, donc qui sont validés, qui sont pas les mêmes que les schémas européens parce qu'on a même pas la même répartition entre des climats tempérés, continentaux, entre les États-Unis et l'Europe. On a des prises de position dans les pays froids scandinaves où ils ont encore d'autres espèces, mais ils surtraitent, ils traitent beaucoup plus facilement. Et les Australiens que moi j'avais rencontrés, ils m'ont dit qu'ils font une très grosse étude australienne où ils vont s'intéresser à la mucoviscidose, au climat tropical humide qui ressemble très fortement à celui de la Réunion, parce qu'ils sont extrêmement gênés, parce que finalement c'est 20-25% qu'on a. Moi, j'en ai traité aucun et j'ai pas envie d'en traiter parce que on n'arrive pas, même si on met en cimier en évidence à chaque fois, quelques abscessus et tout ça, on n'entre pas finalement à cause de la mucoviscidose sous-jacente dans les critères de traitement et les traitements sont extrêmement lourds. Et moi, j'ai été gêné en juin parce que j'ai montré 3 dossiers qui m'embêtaient particulièrement aux Américains, aux Suédois et aux Australiens. Les Américains surtraitaient parce qu'ils avaient l'image abscessus. Les Anglais, j'étais anglais avec le flegme anglais, il vaut mieux attendre un peu. Et les Australiens disaient, vous avez exactement la même épidémie. Ils ont du cimiae aussi, tout ça. Et eux, ils disaient, je suis embêté parce que on n'a pas de consensus thérapeutique. Donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant de lier l'épidémio qu'on a à la Réunion, non pas à l'épidémio européenne ou américaine, mais à l'épidémio peut-être tropicale humide des Australiens, qui sont pas si loin que ça, de l'océan Indien au sens large, parce que on ne pourra jamais s'adapter au consensus thérapeutique. Moi, les 3 patients que j'ai soumis lors du congrès et qui me posent des difficultés, qui ont une mucoviscidose qui avance, mais du pyocyanique en permanence, une compliance au traitement moyenne. Après, dernière chose, quand vous disiez qu'effectivement il fallait multiplier les prélèvements sur les points d'eau et tout ça, oui, sauf qu'aujourd'hui la population réunionnaise, elle bouge tout le temps. Et que va falloir prendre les points d'eau en pédiatrie, c'est ça, quoi. Voilà, alors va falloir quand même un gros budget parce que nous on s'y intéresse pour Pseudomonas, les mycobactéries et tout ça. Les mucos, on leur dit depuis la petite enfance, moi j'essaie de leur dire allez à la piscine quand même un peu de temps en temps, c'est bon pour le sport. Ah non, on nous a toujours dit que effectivement la piscine c'était pas bon. Alors dans l'Est, ce magnifique Est, vous avez vu les photos, il pleut, mais il y a des beaux bassins partout. Alors ils vont pas dans l'eau, ils font déjà tellement attention. Donc effectivement, il faut s'intéresser à leur domicile proche et tout ça. Mais après, il faut le faire chez la grand-mère, chez la tante.
Il y a des études qui montrent qu'en moyenne, ils ont 4 à 6 domiciles, quoi, hein, puisqu'ils sont gardés chez les uns et les autres. Mais enfin, en tout cas, non, mais je pense qu'il faut le faire dans différents environnements et peut-être tout de suite le faire avec peut-être avec Maurice, peut-être avec effectivement d'autres pour augmenter peut-être la puissance avec Madagascar, bien entendu. Voilà, merci. Voilà. D'autres questions? Alors, j'ai une information. Parce qu'il y a plus de 30 ans qu'on s'est intéressé à ça. J'ai une étude sur Mycobacterium simiae qui a été publiée dans la revue française maladies respiratoires dans les années 80. Et une étude sur les mycobactérioses aussi, dans un journal, je vous enverrai aussi, avant l'ère des HIV à La Réunion. Hein. Donc, je vous la verrai. Et puis, il faut pas oublier une chose. HIV, en fait. Simiae veut dire singe. Donc, et nous étions intéressés aussi, Kélénéi, c'est les tortues. Et il y a eu des études à La Réunion, dans les années 80, vétérinaires. Parce qu'il y a eu des singes qui sont morts de Mycobacterium simiae et on a vu des animaux aussi atteints de ça peut être une transmission d'animal à l'homme. Alors faut pas l'oublier, ça. Initialement, ça a été décrit dans les années, enfin, la première description, c'est dans les années 60 sur des singes. Donc, c'est pour ça que, voilà, le nom vient de là. Après, voilà, la transmission entre homme et animal, bon, là, du coup, nous, on n'a plus beaucoup de singes, donc là, ça paraît compliqué. Mais là, dans le recueil qu'on fait notamment, essayer de voir à domicile l'exposition, on a introduit systématiquement dans le questionnaire aussi le fait qu'ils aient des animaux, et quels animaux à la maison. Et on verra ce que ça peut donner. Mais dans l'interrogatoire, on a inclus les animaux aussi dedans. Bon, on vous remercie. Oui. Maintenant, l'île de la Réunion est entourée de mer. Est-ce que la mer est dépourvue de ces mycobactéries? Alors, ouais, pour l'eau salée, il semble pas que ça soit forcément un réservoir, quoi, parce que là, pour le coup, il y a moins de stagnation, etc. Donc là, par exemple, les Américains en Floride, ils avaient considéré comme point d'eau que les points d'eau douce. Ils n'avaient pas pris la distance vis-à-vis de la mer. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier. Merci beaucoup. Ça a